Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. Au sommaire de cette édition, le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, a entamé une tournée statutaire dans les différentes communes de sa juridiction. Il était ce 15 octobre dans la commune d'Abomey-Calavi. Le mouvement politique Mitonwe fait partie désormais de l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement AND. Il a confirmé le week-end écoulé. Et puis, la première pierre d'un monument à la mémoire de Thomas Sankara est posée à Ouagadougou, 31 ans, jour pour jour, après l'assassinat du père de la révolution burkinabé. Bienvenue dans cette édition. Le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, a entamé une tournée statutaire dans les différentes communes de sa juridiction. C'est la commune d'Abomey-Calavi qui a été la première destination ce 15 octobre 2018, où les populations étaient massivement mobilisées pour accueillir l'autorité préfectorale avec sa délégation. C'est un compte rendu de Samson Oké et Romaric Devouchi. C'est avec les honneurs dus à son rang que le préfet du département de l'Atlantique a été accueilli dans la matinée de ce lundi à la mairie d'Abomey-Calavi. Une visite statutaire qui relève des prérogatives de l'autorité préfectorale. Après un court instant de tête-à-tête avec la première autorité de la commune, la délégation préfectorale s'est dirigée vers la salle des jeunes de la mairie. Ici, l'attendait déjà la population massivement mobilisée, les têtes couronnées, les leaders religieux à diverses tendances, les élus locaux, les conseils communaux et les responsables à divers niveaux de la commune. Le maire Georges Bada, après ces mots de bienvenue, est revenu sur quelques-unes des actions de son conseil à la tête de la commune. En ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie de la population d'Abomey-Calavi, plusieurs réalisations ont été effectuées dans maints domaines de la vie sociale. Ainsi, dans le domaine de l'éducation, des modules de salles de classe ont été construits dans les écoles primaires publiques des arrondissements de la commune. Des mobiliers scolaires ont été également mis à la disposition des dites écoles. Dans le domaine de l'équipement marchand, plusieurs hangars ont été réalisés dans les marchés de Godomé et de Toba. La commune d'Abomey-Calavi s'illustre par des actions de bonne gouvernance. C'est ce que dira le porte-parole des conseils communaux à qui l'honneur a été fait de présenter les caractéristiques de la commune. Avec près de 700 000 habitants repartis dans 9 arrondissements et 149 villages et quartiers de ville établis sur une superficie de 539 km², soit 20% de la superficie totale du département de l'Atlantique. Abomey-Calavi, ville dortoir par excellence de Cotonou, depuis la 3e mandature en 2015, porte une vision de changement, inspirée par les idéaux démocratiques et de transparence et par des valeurs de responsabilité citoyenne et républicaine. Pour le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, c'est toujours avec satisfaction qu'il s'acquitte de ce devoir républicain. C'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme et de joie que je viens ici à Abomey-Calavi m'acquitter de ce devoir républicain. C'est lui d'évaluer avec vous le chemin parcouru sur le boulevard de la décentralisation. Donc je viens ce matin pour vous féliciter pour vos succès et pour vos échecs, les relever avec vous et y trouver avec vous des solutions pour que nous les surmontions. Durant les quelques heures qu'a duré cette rencontre, aucune préoccupation des citoyens n'est restée sans réponse. Au terme des échanges, des engagements ont été pris de part et d'autre pour la bonne poursuite de la gouvernance locale.
La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé dans la matinée de ce lundi au lancement de la deuxième édition des examens de licence des universités privées au plan national. C'était au CEG Sainte-Rita de Cotonou, un pari gagné pour le gouvernement de la rupture qui se félicite de la concrétisation de cette réforme. Ces 1656 candidats composent sur toute l'étendue du territoire national, dont 53 filières telles que l'hôtellerie, le tourisme, la communication, le marketing, le journalisme, l'agronomie et autres. La ministre Odila Tanasso a invité les candidats à travailler dans la sérénité. On l'écoute. La deuxième édition des examens de licence au niveau national, nous avons, par rapport aux chiffres, il y a une augmentation de plus de 100% par rapport à l'effectif de l'année dernière, ce qui montre qu'il y a beaucoup plus d'établissements privés qui ont présenté des candidats cette année. Donc c'est pour tout intérêt pour notre pays, c'est une bonne chose et j'encourage les candidats à vivement bien travailler. 5656 comparativement à 2174 l'année dernière, ce qui signifie qu'il y a une véritable augmentation. Comme c'est beaucoup de domaines, donc ça va s'échelonner sur 2 semaines. C'est un pari et je crois que de plus en plus tout le monde est conscient de l'utilité de cet examen. C'est pour le développement de notre pays et pour le développement de la jeune génération. Le général Aristide Fortuné Adjademe est désormais le nouveau DG Eaux et Forêts et Chasse. L'ancien colonel Séverin Nsia a remis les rênes de la direction au directeur général entrant ce vendredi dernier. La cérémonie de passation de commande s'est déroulée en présence du ministre du Cadre de Vie et du Développement. Au nom du président de la République, je vous remets le drapeau de l'administration des eaux, forêts et chasse. Le général Aristide Fortuné Adjademe prend ainsi les commandes de la Direction générale des eaux, forêts et chasse. Précédemment DG de cette structure, le colonel Séverin Nsia cède le fauteuil après 2 ans et 4 mois de service à la nation. Je vous souhaite la bienvenue dans votre maison que vous connaissez très bien. En termes de perspective, nous avons engagé encore d'autres réformes pour lesquelles je voudrais inviter le général à mettre beaucoup plus l'accent. Il s'agit donc de l'élaboration de la nouvelle politique forestière qui va donner l'orientation pour le secteur. La fiscalité forestière pour élargir l'assiette fiscale, l'élaboration d'un nouveau code forestier pour permettre de cadrer nos actions. Le DG entrant rassure le gouvernement quant à la réussite de la mission qui lui a été confiée et convie le personnel des eaux et forêts au travail bien fait. Soyez rassurés, monsieur le ministre, que je m'emploierai avec l'aide de tout votre cabinet pour que vous ne soyez pas déçus. Je voudrais compter sur chacun et tous pour redorer le blason de notre maison commune pour qu'ensemble nous gagnions le pari de l'accompagnement sans faille du chef de l'État dans ces nombreuses réformes relatives à notre secteur. Le ministre du Cadre de Vie, José Tonato, quant à lui, invite le DG entrant à nouer la nouvelle corde au bout de l'ancienne pour une continuité des réformes. Je le sais suffisamment expérimenté. Je le sais connaisseur de la maison. Et je présume qu'il est doué de suffisamment de sagesse pour savoir qu'il faut toujours nouer la nouvelle corde au bout de l'ancienne pour consolider les acquis, mais aussi et surtout pour ouvrir de nouveaux chantiers. Nous sommes là dans une phase critique où nous devons crédibiliser davantage les agents et la maison des eaux et forêts et chasse par la discipline, la rigueur, l'honneur de mériter cette confiance du chef de l'État en vue de réconcilier les eaux et forêts et chasse, les forestiers avec le peuple, avec le développement de la nation. Une nouvelle saison s'ouvre pour la Maison des eaux, forêts et chasse.
Hormis les réformes déjà engagées par son prédécesseur, le DG, général Aristide Fortuné Adjadémé, devra redoubler d'efforts pour de meilleurs horizons. Le mouvement politique Mitonwe adhère à l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement AND. L'annonce a été faite week-end dernier à Ouida par le président du MPM au responsable de l'AND en présence de ses militants et sympathisants. Le compte rendu avec Anno-François Rongbedi-Rinto et Damien Pedro. Une nouvelle adhésion pour l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement AND du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale Banabé Dassigli. Il s'agit du mouvement politique Mitonwe, MPM. La nouvelle a été portée officiellement aux responsables de l'AND ce samedi 13 octobre 2018 au centre culturel du Fort français à Ouida. C'était en présence des militants et sympathisants du MPM. Du mot de bienvenue passant par les allocutions des représentants des jeunes, femmes et sages de Ouida, les populations ont eu droit à des discours de soutien aux actions du gouvernement du président Patrice Talon. Kevin Sevalou, président du MPM, officialise l'adhésion de son parti à l'AND et de ce pas au bloc progressiste du ministre Banabé Dassigli. La cérémonie de ce jour, samedi 13 octobre 2018, marque le début de l'adhésion du mouvement politique Mitonwe à l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement, afin qu'ensemble nous puissions être plus forts pour relever les défis de développement de notre pays. Marcelin Dansoukbavi, directeur de cabinet du ministère de la décentralisation et représentant du ministre, a saisi l'occasion pour exprimer sa joie pour cette adhésion et promet rendre compte fidèlement au président de l'AND. Donc, ce grand rassemblement que nous tenons aujourd'hui est d'importance capitale, puisqu'il s'agit de l'intégration d'un mouvement politique Mitonwe dans l'AND pour la renforcer et pour la rendre, je dirais, suffisamment forte. Donc voilà. C'est quelques mots que je voudrais dire à l'assistance et vous rassurer que tout ce que vous avez dit ici, nous ferons un compte rendu intégral au président de l'AND et qui va l'intégrer dans les réflexions pour booster le développement de notre pays. À travers cette nouvelle adhésion, l'on peut comprendre que le train AND est donc en marche pour une victoire du bloc progressiste lors des élections législatives en 2019. Et puis l'église protestante méthodiste du Bénin est en pleine réunification. Elle a mis un terme à la crise qui l'a secouée pendant longtemps. Un culte s'est tenu samedi dernier dans ce cadre à Igolo. Frédéric Espoir, Roumambou et Fiak Voiton pour les détails. Les deux communautés locales de l'église protestante méthodiste du Bénin à Igolo ne parleront plus de voix discordantes, puisque le vent de la réconciliation et de la réunification qui souffle depuis un certain temps au sommet de l'église des disciples de John Wesley descend à la base petit à petit et Igolo vient de recevoir sa part. C'est à travers un culte célébré ce samedi 13 octobre qu'un nouveau pacte a été scellé entre ces enfants de la même fratrie ecclésiastique. Une messe qui a débuté par une caravane à travers les voies, les rues et ruelles de cet arrondissement de Sakété. Et donc, pour célébrer cette unité retrouvée, rien n'a été omis et personne ne voulait se faire compter l'histoire. Chorale, diacre
élèves pasteurs, responsables d'églises et fidèles ont fait massivement le déplacement. Et pour le célébrant qui n'est nul autre que le président national, le docteur Kondiesu Amos Roussa, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est d'ailleurs sur ce passage biblique tiré du premier verset du livre des Psaumes au chapitre 133 que l'homme va appesantir son sermon. Lorsque l'unité règne au sein des chrétiens, ils jouissent eux-mêmes de la vie dans son sens le plus absolu. Et de plus, ils deviennent des canaux qu'emprunte la vie pour atteindre les autres. Réunifiés et réconciliés par l'œuvre du Saint-Esprit qui a puissamment utilisé son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon pour œuvrer inlassablement de jour comme de nuit afin, par la grâce de Dieu, de contribuer à la réconciliation et à la réunification de cette Église. L'homme de Dieu va plus loin dans son explication des bienfaits de l'unité en allant puiser des ressources dans la vie communautaire des disciples du Christ avant la Pentecôte. La cérémonie de réunification des deux églises locales d'Igolo ce jour est le signe de la manifestation plausible de la puissance du Saint-Esprit dans nos âmes, dans nos vies, pour témoigner au monde, oui, pour témoigner au monde entier l'œuvre du Saint-Esprit dans son Église, pour témoigner que l'Église protestante méthodique du Bénin est une, indivisible à jamais. Une célébration qui va prendre fin avec la séance de Sainte Seine et d'action de grâce. Hors du Bénin à présent, la première pierre d'un monument à la mémoire de Thomas Sankara est posée à Ouagadougou, 31 ans, jour pour jour après l'assassinat du père de la révolution burkinabé, parfois qualifié de chez africain. La statue de 5 mètres de haut sera érigée au siège du Conseil national de la révolution où le président Sankara a été tué par un commando le 15 octobre 1987 à 37 ans. Aujourd'hui, les héritiers, amis, sympathisants de la nation tout entière veulent le faire renaître de ses cendres. Et où, sur le site du Conseil de l'Entente, où un jeudi dans l'après-midi, il est sorti de la salle de réunion à côté, les mains en l'air, et il a été fauché par des balles assassines et traîtresses. Cet espace constituera un environnement assaini et de créativité ouvert à tout homme épris de paix, de fraternité et d'amour, d'où pourront être engagés les luttes pour des combats nobles et justes, présents et futurs. Essayer d'une certaine façon de garder la mémoire de l'homme dans ce temple, parce que nous voulons que ce soit un temple. La symbolique, c'est là où on a voulu tuer l'homme et ses idées, et bien que cet homme-là renaisse au même endroit avec les idées encore plus grandes. C'est ce que nous voulons pour le capitaine. Il y a 20 ans disparaissait le dernier poilu sénégalais de la Première Guerre mondiale. Abdoulaye Ndiaye faisait partie des quelques 600 000 soldats des colonies qui furent enrôlés de force par la France pour aller combattre sur les fronts les plus périlleux de la guerre. Reportage. Le village de Tiavor, dans le nord du Sénégal. C'est dans cette modeste case qu'a vécu jusqu'à sa mort le dernier poilu sénégalais. Abdoulaye Ndiaye a combattu pour la France dès le début de la Première Guerre mondiale. Abdoulaye Ndiaye a tout juste 20 ans quand il est envoyé sur les fronts de la Somme, au chemin des Dames ainsi qu'à Verdun. Il est grièvement blessé durant les combats. À la fin de la guerre, il est renvoyé au Sénégal avec une modeste pension et un pass SNCF qui ne lui servira jamais. Abdoulaye Ndiaye est décédé quelques heures avant de recevoir la médaille de la Légion d'honneur à l'âge de 104 ans. C'était en 1998. Elle lui a été remise à titre posthume. Tout ce qu'il gagnait, il le redistribuait. C'est pour ça qu'il n'a pas laissé beaucoup. Quand il recevait sa pension, il la partageait avec les autres dans la matinée.
En guise de dernière volonté, il avait demandé à la France de faire un geste pour son village. La piste des tirailleurs a été inaugurée en 2002. Aujourd'hui, sa famille demande juste à ce que cet héritage soit entretenu. Le 16 octobre 2017, la journaliste d'investigation et blogueuse maltaise Daphne Caruana Galizia mourait dans un attentat à la voiture piégée à quelques mètres de chez elle, soulevant l'indignation de la communauté internationale. Un an après, les commanditaires de ce meurtre courent toujours et ceux qui entendent poursuivre son travail sont à la peine. Reportage. Tania vient tous les mois fleurir le mémorial dédié à Daphne Caruana Galizia, une journaliste d'investigation maltaise tuée dans un attentat à la voiture piégée le 16 octobre 2017. Aujourd'hui, elle n'a qu'un mot à la bouche, justice. Les 3 suspects sont certes sous les verrous et leur procès devrait bientôt commencer, mais le commanditaire, lui, n'a toujours pas été identifié. Si la personne qui est responsable de cet acte est identifiée, alors peut-être que nous arriverons à être en paix, car nous verrons que la justice a fonctionné. Trafic d'essence, Panama Papers, corruption, blanchiment d'argent, Daphne enquêtait sur tous les sujets qui fâchent, et notamment au plus haut niveau de l'État maltais. Manuel Delia, blogueur et ami de Daphne, continue le combat, malgré les menaces et les accusations de trahison. La démocratie est en panne ici, l'état de droit ne prévaut pas, les institutions sont totalement cooptées et elles appartiennent au gouvernement. Et le gouvernement est aux mains de gens qui n'ont que le pouvoir et le profit en tête. L'enquête aurait révélé des liens entre l'un des suspects et le ministre maltais de l'économie, qui nie toute implication. L'opposition, elle, a décidé de monter au créneau. Nous n'avons pas juste perdu Daphne, nous avons perdu une journaliste d'investigation, nous avons perdu une voix qui était tellement importante pour notre démocratie. Si Daphne n'est plus, ces enquêtes, elles, sont bien vivantes. Un groupe composé de 18 médias du monde entier a décidé de poursuivre le travail de la journaliste sous le nom de Projet Daphne, et la mobilisation ne s'est pas arrêtée là. Il y a un groupe de femmes qui s'est créé sous le nom de Occupy Justice. Ce sont des femmes très déterminées, pas des idiotes, qui ont eu le courage de dire au Premier ministre qu'elles n'avaient pas peur de le dénoncer. C'est sans précédent. Elles ont puisé leur courage en Daphne. La famille de la journaliste a demandé l'ouverture d'une enquête indépendante pour établir si sa mort aurait pu être évitée, une requête que le gouvernement maltais n'a toujours pas acceptée à ce jour. Et chaque année, 2,5 millions d'enfants meurent dans le dernier trimestre de grossesse ou dans les 7 jours suivant la naissance, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le deuil périnatal reste pourtant trop souvent un sujet tabou. Paloma et Ismaël sont parents de 3 enfants. Ils viennent dans ce parc de Madrid pour célébrer la mémoire de leur fille et de leur sœur aînée. Andrea est morte dans le ventre de sa mère en 2014, alors que Paloma était sur le point d'accoucher. Selon l'OMS, chaque année, près de 2,6 millions de bébés décèdent in utero ou juste après la naissance. Une souffrance taboue, souvent incomprise par la société. Si ton mari meurt, personne ne va te dire « ne t'en fais pas, tu es jeune, tu en auras un autre ». Par contre, pour mon enfant, on me le dit. Pour moi, Andrea est tout aussi réelle qu'Inigo et Matteo. Mais comme les gens ne l'ont jamais vue, qu'elle n'est restée qu'avec moi pendant ces 9 mois, certains pensent que ça ne compte pas. Mais bien sûr que si, ça compte, c'est ma fille. Et un enfant, c'est pour toute la vie, ça ne s'oublie jamais, vivant ou non. Gillian Cassidy est une porte-voix pour toutes ces familles. En 2007, elle a aussi perdu sa fille aînée Yuma. À sa sortie de l'hôpital, cette Irlandaise n'a trouvé aucune structure pour l'accompagner dans son deuil. 2 ans plus tard, elle a créé la première association d'aide aux parents endeuillés en Espagne. Les parents parlent de leur bébé, parlez de leur bébé. Si le bébé a un prénom et que les parents vous l'ont dit, utilisez le prénom du bébé. Beaucoup de gens ont peur de faire encore plus de mal s'ils parlent du bébé. Et dans le fond, ce n'est pas comme ça, c'est tout le contraire. Dans une étude réalisée auprès de 800 mères, Gillian remarque l'importance de créer des souvenirs autour de ses enfants décédés. C'est le cas de Yemi et Paolo. Ils partagent l'histoire de leurs jumeaux dans un groupe de parole. Un exutoire organisé par cette psychologue. En 2015, Paul, leur premier jumeau, décède lors de l'accouchement. Natalia, en vie, est atteinte d'une paralysie cérébrale. Choquée, préoccupée par la santé de sa fille qui décédera 2 ans plus tard, Jamie laisse son mari seul reconnaître leur fils. Dans ces instants-là, nous, les mères, nous sommes si confuses, si perdues, que moi, ce que je demande, c'est juste un moment.
Il n'y a pas d'urgence pour un corps, parce que c'est un corps de tout au plus 2 jours ou 1 semaine, et il n'y a pas d'urgence dans ces moments-là, parce que c'est quelque chose qui nous marque à vie. C'est très important dans la vie d'une maman. Après la perte de 3 bébés, Pilar Gomez-Ouya a décidé de se spécialiser dans l'accompagnement du deuil périnatal. Elle sensibilise le personnel de santé pour accompagner ses parents le plus adroitement possible dans leur rencontre avec leur enfant tout juste décédé. Il ne s'agit pas seulement de leur proposer « Voulez-vous voir votre enfant ?», mais plutôt comment je prépare le terrain pour que ces parents puissent prendre les décisions qu'ils veulent. Recevoir le bébé, le voir, le toucher, le découvrir, l'habiller, le baigner. Inviter d'autres personnes importantes de la famille à venir accueillir ce bébé, le connaître, l'embrasser, se prendre en photo avec lui. C'est grâce à une photo prise par son mari que Yemi a pu découvrir son fils. Un souvenir précieux qui marquera à jamais l'empreinte de leurs jumeaux. Une photo qu'ils espèrent montrer prochainement à leur 3e enfant, qu'ils attendent pour l'an prochain. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.